Bonjour à tous. Le 20 avril de cette année, la Chambre des représentants des USA a voté une enveloppe de 95 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. De cette enveloppe, il partira environ 61 milliards de dollars en Ukraine. Donc cet argent, une partie sera utilisée pour remplacer les stocks de l'armée américaine, donc les stocks donc, qui ont servi à soutenir l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Le reste de l'argent sera utilisé d'une part à renforcer donc les stocks ukrainiens, donc acheter des armes pour l'Ukraine, et d'autre part à de l'aide économique donc concernant le fonctionnement du pays. Aujourd'hui, l'Ukraine fonctionne principalement grâce au soutien occidental dont elle a fortement besoin. Sans le soutien occidental à multiniveau, ce pays ne pourrait pas continuer à fonctionner. Donc aujourd'hui, la survie de l'Ukraine dépend, on peut dire, entièrement du soutien occidental. Cette enveloppe de soutien, donc de 95 milliards de dollars, comme je le disais, à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, a été confirmée ensuite par le Sénat en date du 23 avril et contresignée par le président Joe Biden le 24 avril. Donc on sait que donc, les armes pour l'Ukraine sont déjà en train de partir via la Pologne. Pourquoi? Puisque apparemment le président américain donc aurait déjà donné l'ordre de préparer cet envoi d'armes, donc en prévision qu'à un moment ou à un autre, cet accord serait donné par le Congrès américain. Donc il y a fort à parier qu'un certain nombre d'armes soient déjà envoyées en Ukraine. Qu'est-ce qui peut être envoyé dans l'immédiat? On peut supposer que ce sont donc, des roquettes Stingers, des véhicules blindés Bradley, peut-être des roquettes donc pour les lanceurs HIMARS, des missiles à longue portée attaque MS. Donc ça, c'est donc pour les stocks américains. Maintenant, on n'a pas d'informations concernant ce que l'Union européenne pourrait envoyer à l'Ukraine. Mais c'est important aussi de le savoir que le matériel européen a été utilisé à bon escient par l'armée ukrainienne. On n'en parle pas suffisamment, mais il faut quand même préciser que ce sont les missiles franco-britanniques Scalp qui ont participé à la paralysie, peut-on dire, de la marine russe en mer Noire, puisque l'Ukraine, qui n'a quasiment pas de marine, a réussi à quasi paralyser les mouvements de la marine russe dans la mer Noire, et cela grâce aux missiles français Scalp. Donc l'effort européen de soutien à l'Ukraine n'est pas moins important que l'effort américain. Alors, pour revenir à cette aide donc, qui a été votée par le Congrès américain, donc ça a duré plus de 6 mois. Donc c'est une aide qui a fait très polémique aux États-Unis, surtout dans le monde politique. Alors, quelle était exactement la raison ou les raisons de ce retard? Alors d'une part, les Américains, les élites politiques américaines ont bien vu que l'offensive, la contre-offensive qui a été lancée par les Ukrainiens, donc au printemps et en été de l'année dernière, a échoué. Donc elle a échoué pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a échoué parce que les Ukrainiens n'ont pas eu assez de matériel pour mener une véritable offensive. Ensuite, les services de renseignement occidentaux, mais ukrainiens également, ont largement sous-estimé la capacité russe de défense, notamment la ligne Sourovikine. On a aussi sous-estimé la capacité de la Russie à s'adapter. Les Ukrainiens, leurs effectifs étaient également sous l'ombre. Il faut bien voir que le rapport de force d'un point de vue humain est de 3 soldats russes pour un soldat ukrainien, donc c'est pas forcément un rapport de force qui permet aux Ukrainiens de lancer des offensives efficaces. Donc pas assez de matériel. Les plans ukrainiens auraient également été interceptés par les services de renseignement russes. Donc ce sont les informations dont nous disposons. Dans tous les cas, cette contre-offensive a très largement échoué. Et aux États-Unis, on a commencé à se poser la question concernant le soutien à l'Ukraine. Est-ce que ça valait encore la peine de soutenir l'Ukraine, puisque la stratégie qui a été adoptée pendant l'agression russe, donc le début de la guerre de haute intensité en Ukraine, donc à partir du 24 février 2022, n'a pas abouti. Alors cette stratégie, elle consistait à permettre à l'Ukraine de récupérer le maximum de territoire possible avant d'entamer des négociations avec la Russie. Ça s'est pas fait. Donc du coup, on se demandait aux États-Unis si ça valait encore la peine de continuer à soutenir l'Ukraine, puisque apparemment, donc il n'y avait pas d'avancée significative sur le terrain.
Ensuite, il y avait pas mal de représentants du monde politique, pas que républicains, parce que c'est un mythe hein, de dire que les républicains bloquaient cette aide à l'Ukraine et que les démocrates étaient à 100% pour. Donc, ce débat a été, on peut dire, a transcendé finalement tous les deux camps politiques, tous les partis américains. Hum, En fait, l'un des objectifs aussi des Américains était que l'Europe participe plus à l'effort de soutien pour l'Ukraine. Donc les Américains se sont dit qu'en faisant traîner les choses, les Européens participeraient plus et ils ont eu raison puisqu'effectivement l'Europe a débloqué des fonds assez importants. Donc ce retard également était une façon de dire à l'Europe c'est un problème plus européen qu'américain. Donc soyez en mesure de donner plus puisque ça vous concerne plus que nous. Donc ça explique un peu le retard et puis évidemment les conflits partisans, donc ceux qui disaient que il valait mieux que cet argent reste aux États-Unis, notamment pour protéger la frontière américano-mexicaine, lutter contre l'immigration illégale. Mais il faut bien voir une chose, c'est que cet argent que les Américains ont alloué à l'Ukraine, cet argent va finalement rester aux États-Unis. Pourquoi? Parce que d'une part, comme je disais, une partie de cet argent va servir à renouveler les stocks de l'armée américaine. Ces stocks seront produits aux États-Unis, donc d'une part, l'industrie de l'armement américaine donc, va produire, donc elle va donner des emplois, donc les députés donc, auront des emplois dans leur circonscription pour leurs électeurs. D'autre part, c'est l'industrie américaine qui va produire ces armes. Ensuite, les armes qui seront envoyées en Ukraine, les armes américaines, seront également produites aux États-Unis. Donc finalement, les Américains n'envoient pas d'argent à l'étranger. Cet argent sert à booster leur propre économie, leur propre industrie. Donc financièrement, ils ne sont pas perdants. Donc il était bel et bien question de renforcer d'une part euh, l'aide européenne, le soutien européen à l'Ukraine, et d'autre part donc des enjeux politiques, électoraux qui ont fait que les choses ont traîné. Alors pourquoi est-ce que l'argent a été finalement débloqué? D'une part, parce que les choses se passent mal pour l'armée ukrainienne, les Ukrainiens ont de plus en plus de mal à se défendre, ils n'arrivent plus à mobiliser, j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, l'Ukraine effectivement est au bord de l'écroulement et le directeur de la CIA, William Burns, a parfaitement raison de dire que au rythme où vont les choses, l'Ukraine peut très bien s'écrouler avant la fin de cette année. Ensuite, les Américains ne pouvaient pas se permettre un autre échec. Alors, l'échec de l'Afghanistan de Kaboul n'est pas si loin que ça. Ça fait même pas 3 ans que Kaboul est tombé. Donc, deux échecs en l'espace d'un mandat présidentiel, ça fait quand même beaucoup. Donc, les Américains ne pouvaient pas se permettre de perdre la face comme ça. Donc, il valait mieux investir quelques milliards de dollars qui, de toute façon, vont rester chez eux que de perdre la face une fois de plus. Donc, perdre la face, ça veut dire aussi perdre sa crédibilité. Et ça, les Américains, c'est une chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre, surtout dans la mesure où il a été possible de contenir l'escalade entre Israël et l'Iran. S'il y aurait eu escalade au Moyen-Orient, là, les Américains n'auraient pas pu soutenir l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus à un stade où les Américains peuvent soutenir deux conflits à la fois. Logistiquement, c'est plus possible aujourd'hui, hein. Donc, ils ne peuvent plus faire deux guerres en même temps. Ça, c'est le passé. Donc, puisqu'il a été possible de contenir l'escalade, donc les Américains pouvaient se permettre de revenir vers l'Ukraine, de se reconcentrer en quelque sorte sur ce qui se passe en Ukraine. Voilà un peu en gros pourquoi est-ce que cette aide a été débloquée maintenant et pourquoi ça a duré tant de temps. Maintenant, il faut bien voir une chose, c'est que les Américains ne sont pas seuls à payer. Alors effectivement, donc il y a 61 milliards de dollars américains sur la table, mais il y a au moins la même somme en euros débloquée par l'Europe. Alors il y a le plan d'aide européen donc d'un montant de 50 milliards d'euros. Donc c'est un plan qui se décompose en deux tranches, peut-on dire, hein. Donc la première tranche est d'une valeur de 35 milliards d'euros. Donc c'est toute forme de crédits et de prêts qui sont alloués à l'Ukraine, des prêts qui sont probablement pas remboursés à l'avenir, hein. Donc ça, on peut le supposer. L'Europe ne demandera pas le remboursement. Ensuite, il y a 15 milliards d'euros de dons, donc qui ne seront pas remboursés. À ces 50 milliards d'euros de l'Union européenne s'ajoutent une vingtaine de milliards d'euros attribués par divers États comme la France, la Grande-Bretagne et autres pays qui, hormis l'aide européenne, donc ajoutent aussi quelques enveloppes à cet argent. Il y a également l'aide de la Grande-Bretagne, donc aujourd'hui, on peut, si on parle en euros,
dire que raisonnablement, ce qu'on a sur la table, c'est en gros 120 milliards d'euros, 120 milliards d'euros en tout, brut, en tout, pour soutenir l'Ukraine financièrement. Alors, il faut bien garder à l'esprit que c'est le plus grand soutien financier euh, de l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Aucun pays n'a reçu un soutien financier aussi important que ce qui est attribué à l'Ukraine en ce moment. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc ça c'est certain, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, l'argent, ça ne suffit pas. Il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est sûr d'arriver à un résultat. Moi, je pose donc une thèse qui pourrait être peut-être controversée. C'est pas avec cet argent qu'on arrivera à stopper les Russes et à sauver l'Ukraine. Et donc l'argent en lui-même ne suffira absolument pas. Ce qu'il faut, c'est absolument changer de stratégie en Ukraine. Si on ne change pas de stratégie en Ukraine, c'est pas 120 milliards d'euros ou 200 milliards d'euros ou même 1 billion d'euros qui changera quoi que ce soit. Aujourd'hui, le problème, c'est que la stratégie qu'on a adoptée ne marche pas. Donc, c'est pas parce qu'on va envoyer plus d'armes en Ukraine qu'on va continuer à faire ce qu'on fait que les choses changeront pas du tout. Alors, qu'est-ce qui va être envoyé en Ukraine, donc principalement en armes? Donc, dans un premier temps, donc ils ont besoin de munitions. Alors, nous aussi en Europe, on a monté donc quelques coalitions destinées à fournir de l'aide aux Ukrainiens en termes de munitions, surtout en termes d'obus de 155 mm. Aujourd'hui, pour 10 obus tirés par l'armée russe sur le front, il y a un obus tiré par les Ukrainiens, et ça vient d'un manque récurrent de munitions du côté de l'Ukraine. Donc, nos coalitions fourniture de munitions à l'Ukraine, donc les coalitions européennes, ont fonctionné, peut-on dire, moyennement, puisqu'il s'est avéré qu'il fallait acheter ces munitions donc hors dehors de l'Union européenne. Bon, qu'importe, de toute façon, l'Europe a réussi à trouver environ 1 million, voire plus qu'1 million d'obus pour l'Ukraine. Alors, c'est pas Austerlitz non plus, hein, parce qu'il faut bien voir que sur le front ukrainien, les Russes aujourd'hui tirent de 15 à 20 000 obus par jour. L'Ukraine, à l'époque où elle avait effectivement les stocks, tirait entre 5 et 7 000 obus par jour. Donc, finalement, 1 million d'obus, bah, ça représente pas grand-chose, hein. Il faut bien voir que ça représente 4 mois de stock, 3 4 mois de guerre. C'est pas grand-chose non plus, mais c'est peut-être pas négligeable. Donc, ce qui va être fourni, ça va être des obus. Ça, c'est sûr. C'est de ça que les Ukrainiens ont besoin là tout de suite. Évidemment, donc des roquettes Stingers. Alors ça a clairement fait son expérience et ça a montré ses qualités. Donc, dès la guerre d'Afghanistan, donc la première guerre d'Afghanistan, à partir de l'invasion soviétique. Donc, les Stingers, c'est d'un redoutable. Les Russes la redoutent. Donc, même si cette arme n'est pas très récente, elle fait ses preuves. On peut supposer que des roquettes Milan leur seront également expédiées. Des véhicules blindés Bradley, donc ça paraît assez certain, parce qu'eux aussi ont fait leurs preuves en Ukraine, et pas que d'ailleurs. Maintenant, il est question de l'aviation. Donc, on a diverses informations qui tendraient à dire que avant la fin de cette année, les Ukrainiens pourraient recevoir entre 60, peut-être 80 F-16. Donc c'est pas Austerlitz non plus, hein. Il faut bien voir que comparé à l'aviation russe, les Russes auront 15-20 fois plus d'avions. Les 60-80 F-16 que les Ukrainiens auront, ça représente pas grand-chose. Donc ce sont des avions qui devront être utilisés de manière stratégique pour des missions concrètes. J'y reviendrai. Hum, Ce qui va être envoyé également aux Ukrainiens, ce sera des HIMARS. Alors, eux aussi ont fait leurs preuves. Il faut ajouter que les lanceurs d'HIMARS peuvent également lancer les missiles ATACMS ou ATACAMS, hein, dit couramment. Donc ça, ce sont vraiment des missiles redoutables qui ont fait mal aux Russes, ça c'est certain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont bridés. Donc, pour permettre justement aux Ukrainiens de ne pas dépasser les frontières de la Russie, de ne pas attaquer en profondeur. D'ailleurs, c'est l'erreur qui est faite. Et ça, il conviendra d'en parler plus en amont. Mais dans tous les cas, on peut penser que des HIMARS seront fournis, des missiles attaque MS. Hum,
Pour ce qui est des blindés, donc ça, apparemment, l'Europe n'a plus grand-chose à leur fournir, alors ils peuvent espérer obtenir quelques tanks Abrams. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va être fourni par l'Europe. Alors, on peut supposer que des missiles Scalp ou Storm Shadow, parce que bon, c'est la même arme, sauf qu'il y a deux appellations, l'appellation britannique et l'appellation française, leur seront fournis. Alors, ces missiles, comme je disais, étaient redoutables, ont vraiment fait leurs preuves et on fait le job hein, pour être clair en mer Noire. Donc, on peut supposer que d'autres missiles leur seront fournis. Alors aujourd'hui, quel est le problème de l'Ukraine? Alors il y a le problème de manque de munitions, ça c'est certain, mais un autre souci qu'on va pas réussir à combler, c'est que l'Ukraine aujourd'hui, elle a un souci de mobilisation. Hum, En fait, pour arriver à être en mesure de contre-attaquer de manière efficace, l'Ukraine aurait besoin de mobiliser là tout de suite 500 000 hommes, 500 à 700 000 hommes, et ça c'est pas possible. Alors aujourd'hui, donc l'armée ukrainienne, elle est épuisée. Il n'y a aucune rotation, donc il y a pas de changement sur le front. La moyenne d'âge du soldat ukrainien, il est de 40 ans. La plupart des soldats qui sont en Ukraine, donc l'armée ukrainienne, ce sont les mêmes soldats qui sont là depuis le début de la guerre de haute intensité, donc depuis l'agression russe du 24 février 2022. Donc aujourd'hui, l'armée ukrainienne, elle est à bout. Donc il faudrait aussi se demander comment décharger l'armée ukrainienne de certaines tâches qui sont de second ordre, hein, comme par exemple le déminage, par exemple, ou alors donc les tâches de surveillance de la frontière avec la Biélorussie, où aujourd'hui il n'y a pas de front. Donc ça, c'est une question qu'il faudrait réfléchir. Alors, une époque, il avait été question peut-être d'envoyer des troupes de l'OTAN, il avait été question de l'armée française, donc il pourrait peut-être s'atteler au déminage ou justement décharger les Ukrainiens dans des missions de surveillance là où il n'y a pas de guerre. Ce serait un sujet qu'il faudrait traiter. Ce serait pas de trop que d'envoyer quelques milliers de soldats pour décharger l'armée ukrainienne, ça c'est certain. Alors aujourd'hui, les Ukrainiens essaient de mobiliser tant bien que mal, et ça n'avance pas des masses et ça n'avancera pas. Alors, il y a une nouvelle loi de mobilisation qui a été votée par le Parlement ukrainien. Donc de cette loi, on a rayé le paragraphe qui disait qu'un soldat ukrainien pourrait être démobilisé après 36 mois de service. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de mobiliser qui que ce soit. Alors, ils ont appliqué une stratégie qui, à mon avis, va se retourner contre eux. Bon, on verra comment ça va se passer, mais donc les consulats et les ambassades ukrainiennes ne renouvellent plus les passeports de leurs citoyens à l'étranger. Donc ça doit avoir pour effet de faire revenir donc les Ukrainiens en âge d'être mobilisés en Ukraine, puisque comme vous n'avez plus de passeport, vous ne pouvez pas fonctionner à l'étranger, donc ça devrait faire revenir les Ukrainiens. Donc ça, c'est une théorie. À mon avis, ça ne marchera pas, puisque ceux qui sont partis, donc la plupart des gens qui sont partis d'Ukraine après le début de la guerre de haute intensité, ce sont des gens qui ont des passeports relativement récents. Et aujourd'hui, cette loi, elle va plutôt toucher les gens qui sont partis à l'étranger d'Ukraine il y a quelques années de ça, bien avant la guerre de haute intensité. Donc je ne suis pas sûr personnellement que ça serve à mobiliser les troupes. À mon avis, ça va plutôt desservir la mobilisation, puisque beaucoup de gens, comme c'est une manière détournée finalement de mobiliser de force, hein, donc beaucoup de gens vont essayer d'y échapper. Donc à mon avis, ça n'aura pas l'effet escompté. Dans tous les cas, le fait est que les Ukrainiens ont annoncé que les passeports ne seraient plus renouvelés à l'étranger jusqu'à mi-mai de cette année, peut-être plus. Mais à mon avis, c'est pas ça qui fera mobiliser les troupes. Bon, aujourd'hui, l'Ukraine a un souci de mobilisation, et ça, c'est certain. Donc, on n'en est plus à l'époque d'il y a 2 ans où il y avait des files d'attente devant les points de recrutement, les lieux de recrutement. Aujourd'hui, on n'arrive plus à mobiliser. On est quand même à 2 ans et demi de guerre de haute intensité. Il y a aussi une baisse de morale suite aux échecs de l'armée ukrainienne de ces derniers mois, suite à un retrait du soutien occidental. Beaucoup de gens n'y croient plus, donc aujourd'hui la mobilisation est très compliquée. Euh, donc si l'on considère que les ressources humaines, c'est une ressource dans le cadre de la guerre, l'une des plus importantes, il faut bien voir qu'aujourd'hui les Ukrainiens n'ont pas la force et n'auront pas la force pour une contre-offensive efficace.
Une contre-offensive, elle demande beaucoup d'hommes, elle demande beaucoup de moyens. Les Ukrainiens n'ont ni les hommes ni les moyens. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut relancer une offensive en Ukraine, à mon avis, il est complètement dans l'erreur, parce que cette offensive, elle pourrait finir encore plus mal que celle de l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est pas l'offensive qui est la solution, absolument pas. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le cours de la guerre? Est-ce qu'on peut changer le cours de la guerre en Ukraine? Oui, on peut. Mais pour ça, il faut changer de stratégie. Et comment faire? Alors, il faut bien voir que la stratégie qu'on a appliquée vis-à-vis de la Russie, elle a pas fonctionné, puisque on s'est imaginé qu'en imposant des sanctions économiques à la Russie, ça la ruinerait économiquement. Alors, d'une part, on a oublié que le temps de la guerre froide était résolu, donc le monde bipolaire n'existe plus aujourd'hui, on a un monde multipolaire. Donc la Russie s'est tournée vers d'autres pays, hein, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Corée du Nord, comme le Brésil, etc., etc. Donc la Russie n'avait pas besoin de l'Occident pour continuer à fonctionner, se développer. Et la preuve, quand on regarde la croissance économique en Russie, on voit clairement que cette croissance, elle dépasse les croissances des pays du G7. Donc aujourd'hui, la Russie, économiquement, elle va très bien et c'est pas prêt de changer. Elle a une politique commerciale efficace et rentable pour elle avec la Chine. Donc elle a de l'argent. Elle a de l'argent pour produire des armes, pour en acheter. Elle s'achète des armes en Corée du Nord, des munitions. Elle s'achète des armes en Iran. Elle s'achète des armes au Brésil, donc elle n'a pas de souci. Elle en produit aussi de plus en plus. Aujourd'hui, la Russie est en économie de quasi-guerre, hein. Il faut voir que environ 4 millions de personnes, hommes et femmes, travaillent nuit et jour, 24 sur 24 dans l'industrie militaire russe. Donc aujourd'hui, la Russie est vraiment en quasi-économie de guerre. Euh, donc il faut renoncer à l'idée qu'on pourrait arriver à étouffer la Russie économiquement. Après, il faut bien voir que les sanctions qu'on a imposées, on a aussi fait de notre mieux pour essayer de les contourner. Alors d'une part, il y a tous les intermédiaires qui permettent de contourner donc les sanctions. Donc les Russes exportent, mais par intermédiaire ou alors sous d'autres bannières. Nous, on fait semblant de ne pas voir que ça se passe on ne fait pas grand-chose pour contre-réagir. Ensuite, on a des pays qui jouent pas le jeu, comme la Turquie. La Turquie, c'est une plateforme aujourd'hui mondiale du réimport et du export russe. Là aussi, on fait semblant de ne pas voir. Ensuite, nous, en tant qu'Occidentaux, on fait aussi semblant de ne pas voir qu'on ne respecte pas les sanctions non plus. La France est le premier importateur de gaz russe LNG. Les boîtes françaises n'ont pas quitté la Russie, hein, disons-le clairement. Le business français s'inquiète de savoir ce qui pourrait se passer s'il quittait la Russie, parce que il se rappelle de ce qui s'est passé en 2018, où il a été contraint de quitter l'Iran suite à la menace de sanctions américaines imposée par Trump. Le business français et européen a été remplacé globalement par le business chinois. Donc aujourd'hui, les craintes du business français, d'ailleurs les craintes justifiées, c'est de se dire que si la France, qui était avant la guerre le premier employeur en Russie, quitte complètement la Russie, eh bien le business français sera remplacé par le business chinois, turc et autres. Ensuite, il ne faut pas oublier que notre uranium est transformé en Russie, donc l'uranium qui sert dans nos centrales nucléaires. Donc, on n'a pas du tout rompu nos relations économiques avec la Russie, loin de là. D'une part, nous avons donc le président qui annonce qu'il n'exclut pas d'envoyer l'armée française en Ukraine. Il annonce qu'il fera tout pour que l'Ukraine ne perde pas la guerre. D'un autre côté, nous avons le 3 avril le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui appelle son homologue russe. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, Lecornu déclare qu'il avait appelé Shoigu pour lui parler des attentats du 22 mars sur le Krakow City Hall. La Russie, elle, prétend que la France lui aurait parlé d'Ukraine. Bon, dans tous les cas, c'était peut-être pas forcément très avisé de contacter directement la Russie. Il y a d'autres canaux de communication, les services secrets ont des canaux de communication. Il n'avait pas été nécessaire de passer par le niveau politique pour parler aux Russes s'ils voulaient leur parler, si le ministère de la Défense français voulait leur parler des attentats ou de terrorisme en tant que tel. Surtout qu'aujourd'hui, la Russie n'est plus un allié dans la lutte antiterroriste. Il ne faut pas oublier que tout porte à croire que la Russie coopère avec des organisations comme Daesh, comme Al-Qaïda, euh, par le biais de l'Iran, comme le Hamas ou le Hezbollah. Donc aujourd'hui, la Russie n'est plus un allié fiable dans le cadre de... Hum.
de la lutte antiterroriste. Donc, c'était pas une idée avisée de contacter les Russes par le niveau politique. Ensuite, nous avons cette décision d'inviter la Russie aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Alors, la Russie sans Poutine, bon, c'est une décision que l'on peut contester. Déjà, on aurait très bien pu ne pas inviter les Russes. Alors, les Russes n'ont absolument pas participé à l'opération Overlord. Ni l'Union soviétique ni Moscou n'a participé de près ou de loin à cette opération. Donc l'argument qui est avancé en disant qu'on invite Moscou pour justement souligner le rôle de l'URSS et de ses peuples dans la lutte contre les nazis ne tient pas la route. Je le répète, l'URSS n'a participé ni de loin ni de près à l'opération Overlord. Les Russes n'ont pas participé au débarquement. Donc, je vois absolument pas l'intérêt d'inviter la Russie aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement, mais j'imagine que c'était une façon d'ouvrir des canaux de communication, ou peut-être même d'arrondir un peu les angles, de faire rebaisser la tension entre Paris et Moscou jusqu'aux Jeux Olympiques. Il y a une forte inquiétude en France que la Russie pourrait activer des cellules terroristes donc pendant les Jeux Olympiques. C'est probable, c'est possible, malheureusement. Donc peut-être que cette invitation de la Russie au 80e anniversaire du débarquement avait eu pour rôle justement de faire rebaisser un peu la tension, mais c'était un peu en contradiction avec ce qui était annoncé avant. Donc d'une part, on a un président qui annonce qu'il est même prêt à envoyer l'armée française pour soutenir l'Ukraine, et après, on invite la Russie sans Poutine aux commémorations, donc c'est pas très crédible. Dans tous les cas, le fait est que ça démontre à quel point le rapport de l'Occident est ambigu vis-à-vis de la Russie, et c'est pas comme ça qu'on va faire plier la Russie. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est pas la bonne méthode. Les sanctions économiques n'ont pas marché, elles ne marcheront pas. La Russie a des partenaires autres que l'Occident qui lui permettent de faire la guerre et de pouvoir en même temps de s'enrichir et de développer son industrie. Ensuite, comment les sanctions pourraient-elles fonctionner si nous-mêmes nous les contournons et si nous tolérons les plateformes de contournement des sanctions? Donc voilà, c'est le constat. Donc la solution n'est pas là, puisque les Ukrainiens ne seront pas en mesure de contre-attaquer efficacement, puisque les sanctions ne feront pas chuter la Russie. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste de frapper la Russie sur son territoire en profondeur. Et on a bien vu que ça, justement, ça apporte des résultats. Et c'est justement en ça que la stratégie doit changer, puisque jusque-là, on a adopté en Ukraine une stratégie défensive. Alors, d'une part, les Ukrainiens défendaient leur position, ensuite ils menaient quelques contre-attaques, voire une contre-offensive. Mais il faut bien voir que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, la Russie, pour la faire plier, il faut qu'elle ait mal. Et il faut donc s'attaquer à son point le plus faible, à savoir ses moyens de défense antiaérien. Et aujourd'hui, la Russie, elle a une défense antiaérienne qui est quasiment inexistante, voire inefficace. Ce sont des systèmes obsolètes. Pourquoi? Puisque les Russes, comme les Occidentaux, en fait, sont partis du principe depuis 30 ans qu'une guerre conventionnelle de haute intensité ne se passera plus entre l'Occident et la Russie. Donc ils n'ont pas du tout investi dans leur défense antiaérienne, et ça se voit. Enfin, je veux dire, quand vous avez des drones faits maison, des drones amateurs qui attaquent des raffineries russes avec succès sur le territoire russe. Encore récemment, nous avons une attaque dans l'oblast de Smolensk, donc deux raffineries qui sont parties en fumée. Elles ont été attaquées par deux petits drones ukrainiens. La défense antiaérienne n'a rien pu y faire. On voit clairement qu'aujourd'hui, la Russie, elle a un grave souci de défense antiaérienne. Donc, tous ces racontards de Poutine et ces menaces comme quoi il va nous atomiser, c'est du bluff, parce qu'il se rend parfaitement compte que si il faisait quoi que ce soit, du genre à envoyer des missiles nucléaires sur qui que ce soit, la riposte serait tellement douloureuse que la Russie n'y survivrait pas, puisque aujourd'hui la Russie a beaucoup de mal à défendre son territoire d'une attaque aérienne, mais elle n'y arrive quasiment pas. Donc, les menaces russes de lancer des attaques atomiques sont absolument pas crédibles. Donc ça, il faut pas pour prendre ça au sérieux. Mais si on part du principe qu'effectivement les Russes ont un grave souci de défense antiaérienne, il faut exploiter cette faiblesse. Et justement, si on voit que des attaques de petits drones réussissent à faire des dégâts énormes en Russie, donc réussissent à faire partir en fumée leur raffinerie, imaginons ce qui pourrait se passer si on décidait de débrider donc les missiles que les Ukrainiens reçoivent, à savoir les attaques MS
les Scalp, les Storm Shadow, ainsi qu'une certaine partie des HIMARS. Et qu'est-ce qui serait possible de faire sur le territoire russe? Alors, il faut aussi tirer des leçons des guerres passées, notamment de la guerre au Vietnam. Qu'est-ce qui a fait que les Américains ont perdu au Vietnam? Les Américains ont mis des moyens énormes au Vietnam. Ils ont balancé sur ce pays 3 fois plus de bombes qu'il n'est tombé sur l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale et ça n'a rien changé. Pourquoi? Bien, c'est tout simple. Mais parce qu'en fait, ils se sont jamais attaqués réellement à la logistique du Viet Cong. Alors effectivement, ils ont attaqué la voie Ho Chi Minh, certes, donc ils ont essayé de couper les voies d'approvisionnement. D'ailleurs, ça non plus, ils n'y sont pas arrivés totalement. Mais ce qu'il aurait fallu faire pour étouffer le Viet Cong, pour étouffer, étrangler Charlie, ça aurait été d'attaquer la logistique du Viet Cong. Et cette logistique, elle se trouvait en Vietnam du Nord, elle se trouvait au Cambodge, au Laos. Les Américains n'ont pas attaqué cette logistique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient inquiets des conséquences. Le Viet Cong était soutenu par la Chine et l'URSS. Une escalade aurait été possible si les Américains avaient attaqué le Vietnam du Nord. Et aujourd'hui, on a le même dilemme. C'est que on a le même souci qu'au Vietnam. On a la Russie qui a sa logistique sur son territoire et qui aujourd'hui pense que les Occidentaux n'auront pas le courage, ne seront pas attaqués sur son territoire, son infrastructure. Et ça fait que aujourd'hui en Ukraine, on est en position de faiblesse et aucun financement supplémentaire n'y changera rien. Enfin, plus de HIMARS, plus de missiles, plus d'obus ne changeront rien tant que nous n'arriverons pas à bloquer la logistique russe. Donc aujourd'hui, je le dis très clairement, si on veut changer le cours de la guerre en Ukraine, il n'y a qu'une seule façon de le faire, une seule et pas deux, c'est d'attaquer des cibles stratégiques en Russie, à savoir attaquer les raffineries russes, attaquer donc les fabriques, l'industrie russe militaire, attaquer l'infrastructure russe, tout ce qui permet à la Russie de faire la guerre concrètement. Parce que c'est ça, concrètement, qui va faire mal à la Russie. En fait, il faut que la Russie ressente la guerre sur son propre territoire. Et pareil pour les Russes. Aujourd'hui, les Russes, qu'ils soient à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ils ne ressentent pas la guerre. Alors que les enfants ukrainiens, à Kiev, à Kharkiv, ils vivent dans le métro depuis plus de 2 ans. Eh bien, il serait temps que les Russes, la guerre, ils la ressentent. Et que les enfants russes, comme les enfants ukrainiens, commencent à les vivre dans le métro. Et peut-être qu'une fois que les Russes ressentiront clairement la guerre, ils changeront leur position par rapport à cette guerre, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais, ils n'en payent pas le prix, n'en subissent pas les conséquences. Donc aujourd'hui, la seule façon de- d'arriver à changer le cours de la guerre, d'arriver à ce que l'Ukraine soit en position de négocier, même si l'on part du principe qu'il faudra céder du territoire, c'est absolument pas d'attaquer le pont Kerch, ça changera rien. C'est pas parce que on va couper le pont Kerch et qu'on va faire de l'appel à Poutine parce que le pont Kerch c'est son bébé et qu'il en est très fier que ça coupera les voies d'approvisionnement. Et même, c'est pas en coupant les voies d'approvisionnement qu'on arrivera à stopper l'approvisionnement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est détruire les moyens d'approvisionner l'armée russe. C'est détruire les fabriques, les usines. C'est de détruire concrètement l'infrastructure. C'est de détruire les raffineries russes, de détruire les objectifs militaires et de faire ressentir à la Russie l'odeur de la poudre et le prix de la guerre. C'est comme ça aujourd'hui qu'on peut changer le cours de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que l'Ukraine, il faut bien voir qu'elle a plus le temps. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle a plus le temps. Les Ukrainiens, eux, sont épuisés. Ils n'arrivent plus à mobiliser. Ils n'ont plus assez d'hommes. Ils n'ont plus assez d'hommes sur le front. Ils ont à peine de quoi tenir. Alors, effectivement, en leur donnant un peu d'armes, un peu de munitions, ça leur permettra de tenir le front, mais combien de temps? Donc aujourd'hui, si on ne change pas de stratégie, ben, tout cet argent qu'on va envoyer en Ukraine, on va tout simplement le brûler. Pourquoi? Parce que si on ne change pas de stratégie, l'Ukraine ne tombera pas cette année, certes, elle tombera l'année prochaine. Voilà, c'est juste à ça qu'on va arriver. Donc il faut bien tirer les leçons du Vietnam et des conflits passés. Au Vietnam, c'était pareil, on a changé de stratégie, on a envoyé plus d'argent, plus de moyens, plus d'hommes, ça n'a rien changé du tout. Aujourd'hui, on fait la même erreur en Ukraine. On envoie de l'argent, on envoie des missiles, mais on bride ces missiles. Et finalement, les Ukrainiens, on ne leur permet pas de mener la guerre à 100%. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, pour que la Russie plie, c'est pas une offensive qui va lui faire peur à la Russie.
Parce que de toute façon, les Ukrainiens sont sous l'ombre. Donc même s'ils partaient à l'offensive, sachant que de toute façon, ils ne seront pas en mesure de compenser le nombre de matériel qu'ont les Russes, ils ne sont pas en mesure de compenser les ressources humaines. Comme je le disais, c'est 3 soldats russes par soldat ukrainien. L'offensive qu'ils pourraient lancer ne pourrait être que de courte durée et avoir qu'un effet limité. Donc la solution n'est pas là. La solution, elle réside dans les attaques concernant les sites russes. Si la Russie commence à avoir des problèmes d'approvisionnement, si la Russie n'arrive plus, d'une part, à livrer, à exporter son pétrole, parce que ses raffineries ont tout simplement brûlé, et si la Russie n'arrive plus à s'approvisionner en pétrole parce que son infrastructure a été détruite, si les usines qui permettent que la Russie soit passée en économie de guerre ne puisse plus fabriquer, là la Russie devra céder. Donc effectivement, ce genre de stratégie, ben, ça porte un danger d'escalade, c'est sûr. On ne sait pas comment la Russie peut réagir. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une réaction, donc peut-être une réaction cybernétique, peut-être une réaction de soutien à des structures terroristes en Occident, comme le faisait l'URSS. L'URSS soutenait toutes sortes de groupes terroristes, hein, comme le groupe Septembre Noir, qui a assassiné des sportifs israéliens aux Jeux Olympiques de 1972, et d'autres groupes terroristes, quels qu'ils soient, qui faisaient des attentats en Occident, ont été soutenus par l'URSS. Donc on peut supposer que la Russie reparte sur cette stratégie. Hum, on peut également s'attendre à des attaques cybernétiques, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les Russes n'utiliseront pas l'arme nucléaire, puisqu'ils ne se risqueront pas à ce genre d'escalade, sachant qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas de défense antiaérienne solide et efficace. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, la faiblesse de la Russie, c'est pas son économie qui se porte très bien. C'est pas son industrie qui, justement, se porte de mieux en mieux. C'est pas son armée qui arrive à changer de stratégie, à changer de tactique, qui arrive à improviser. Aujourd'hui, la faiblesse de la Russie, c'est sa défense antiaérienne qui défaille complètement. Moscou n'est pas protégé, Saint-Pétersbourg n'est pas protégé, les raffineries ne sont pas protégées. En fait, rien n'est protégé. Donc aujourd'hui, c'est cette faiblesse-là qu'il faut exploiter. Et c'est la seule chance de faire en sorte que change le cours de la guerre en Ukraine. Si on n'attaque pas la Russie sur son territoire, si on ne mène pas des attaques bien ciblées sur des objectifs russes, l'infrastructure russe en amont, en profondeur en Russie, rien ne changera. Et comme je le disais, on a certes la plus grande enveloppe de soutien financier à un pays après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça ne signifie rien du tout, parce que sans changement de stratégie, euh, tout ce qu'on va arriver à faire avec ces 120 milliards d'euros, c'est qu'on va éviter à l'Ukraine de tomber cette année et on fera en sorte qu'elle tombera l'année prochaine. Donc aujourd'hui, la seule façon de changer le cours de cette guerre, c'est de toucher des cibles en profondeur en Russie. L'industrie, l'infrastructure, les raffineries, les moyens de production, faire ressentir aux Russes les conséquences, le prix de la guerre. C'est comme ça aujourd'hui qu'on peut faire en sorte que les négociations avec la Russie puissent aboutir à quoi que ce soit. C'est la seule façon de sauver l'Ukraine. Soit on passera le pas et on passera à, peut-on dire, à la vitesse supérieure. Donc on se risquera à attaquer des objectifs en Russie en profondeur. Et là, on a une chance de sauver l'Ukraine. Soit on ne le fera pas, et je le dis clairement, si on ne le fait pas, l'Ukraine va chuter. Euh, L'Ukraine ne pourra pas résister bien longtemps avec la stratégie qu'elle mène aujourd'hui, et aucun argent n'y fera rien, puisqu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont épuisés, et il y a des limites à ce qu'un être humain peut supporter. Les Russes, eux, du temps eu son nom, le temps ils jouent en leur faveur. Euh, le temps joue clairement et très brutalement en défaveur de l'Ukraine. Donc, soit aujourd'hui, on passe à une stratégie différente, soit on attaque des cibles en Russie, on n'hésite pas à le faire, soit il faut dire clairement que l'Ukraine tombera. Et une fois que l'Ukraine tombera, eh bien, ce sera au pays suivant de se faire agresser, hein. Ce sera les républiques baltes, la Pologne. Il faut pas se leurrer. Si la Russie n'est pas stoppée, elle continuera son avancée. C'est pas pour rien que les Russes sont passés en économie de guerre. Et de toute façon, une économie de guerre, une fois qu'elle est lancée, c'est très compliqué de l'arrêter. Donc, si les Russes ne sont pas stoppés en Ukraine, s'ils ne sont pas stoppés sur le Dniepr, c'est sur la rivière Boug qu'il faudra les stopper. Si on ne les stoppe pas sur la rivière Boug, il faudra essayer sur la Vistule. Et s'ils n'arrivent pas sur la Vistule, il faudra essayer sur la Oder. Donc, dans notre intérêt, ça serait quand même mieux de les stopper sur le Dniepr, il me semble. Et pour ça, la seule façon de faire,
c'est de changer de stratégie et d'attaquer la Russie, de bombarder la Russie, de se servir des HIMARS, des attaques MS, des Scalp, des Storm Shadow, des missiles Taurus, si l'Allemagne daigne enfin les livrer, et pour attaquer les raffineries russes, l'industrie russe, l'infrastructure vitale, tout ce qui permet à la Russie de faire la guerre et d'approvisionner ses troupes sur le front. Il n'y a pas d'autre solution. Soit on le fait et on sauve l'Ukraine, soit on ne le fait pas et l'Ukraine est perdue. Il n'y a absolument pas de troisième voie. Après, il faut bien voir que l'Ukraine nous fait gagner du temps. Et ce temps, il faut vraiment qu'on l'utilise à bon escient. Et ça, on perd du temps. Nous, ici en Europe, il est vraiment temps qu'on pense à nos défenses antiaériennes. Alors, il y a un projet donc qui a été initié, entre autres, par les Allemands. C'est ce qu'on appelle le Sky Shield, European Sky Shield Initiative. Donc un projet, d'aujourd'hui, il y a 20 États qui sont prêts à y participer. Il s'agit de créer une espèce de bouclier, de dôme de fer à l'israélienne en Europe, donc coordonner nos capacités de défense antiaérienne. Alors on a, donc le projet inclut euh, la création d'un bouclier 3 niveaux, donc missile à longue portée, qui devrait être approvisionné par le système Arrow 3 israélien, moyenne portée, donc le missile américain Patriot, et puis courte portée, l'allemand Iris-T. Alors pourquoi ça bloque? Eh bien ça bloque parce qu'il y a une lutte d'intérêt entre les industries européennes. Donc il y a la France qui est pas contente parce que elle aurait bien voulu que dans le cadre du dôme européen soit utilisé son missile Exogar fabriqué par Astrium ADS. Bon, le problème, c'est que le missile Exogar, il sera prêt peut-être un jour, mais là, il n'est pas disponible. Ensuite, la France aurait voulu qu'on remplace le système Patriot par le système franco-italien Mamba. Pourquoi pas? Sauf que le problème, c'est que des Mamba, il y en a très peu de disponibles. Il y en a beaucoup qui ont servi en Ukraine et il y en a très peu de disponibles. On n'a pas les stocks. Donc aujourd'hui, c'est les Allemands qui ont raison. Et ce que disent les Allemands, c'est en gros aujourd'hui on utilise ce qu'on a. Ce qui est disponible, c'est le Arrow 3 israélien, c'est les Patriots, c'est les Iris-T. Et l'avenir, on verra. À l'avenir, une fois que les pays européens auront développé leur industrie militaire, on pourra compenser, on pourra effectivement se rendre indépendant. Il n'y a pas que les Français qui fabriqueront des missiles à l'avenir. Par exemple, pour donner que l'exemple de la Pologne est en train de développer 3 programmes conjointement avec les Britanniques et les Américains de défense antiaérienne. Donc il y a le programme Pilica, le programme d'Aleph et le programme Wisła. Donc ça inclut de fabriquer donc des missiles à terme, des missiles de longue, moyenne et courte portée. On sait que d'ici à 2 ans au maximum, le programme d'Aleph, donc les missiles à moyenne portée, seront disponibles. Alors les Polonais pourraient fournir le dôme de fer européen en missiles de portée moyenne Piorun ou Grom. Donc c'est un exemple, mais aujourd'hui, ça paraît avisé de prendre ce qui est disponible là tout de suite, de construire le dôme de fer aussi vite que possible et ensuite de remplacer effectivement quand on aura des pièces d'artillerie, quand on aura du matériel en nombre européen, de remplacer ce qu'on importe par le matériel européen. Mais tant qu'on l'a pas, eh bien on prend ce qu'on a. Et ce qui est dispo aujourd'hui, c'est du matériel israélien, américain et allemand, en grand nombre. Eh bien, puisque c'est disponible, il faut le prendre. Et je ne pense pas qu'on soit en capacité, en mesure de perdre du temps en querelle entre l'industrie française et l'industrie allemande pour savoir qui devrait produire quoi et où. Alors moi, ce débat, je trouve qu'il est fortement déplacé, sachant que en réalité, tout ce qui sera produit ne sera pas de trop. Mais il faut bien voir que, d'une part, cette enveloppe financière que donnent l'Europe et les États-Unis à l'Ukraine, ça permet à l'Ukraine de tenir. Donc un changement de stratégie en Ukraine, comme je le disais, est nécessaire. Mais nous aussi, ça devrait nous mobiliser. Puisqu'il ne s'agirait pas de se dire, OK, bon, les Américains ont participé, alors du coup, on n'a pas à s'inquiéter. Si, il faut qu'on s'inquiète, parce que il y a une chose qui est certaine, c'est que qui que ce soit à la Maison-Blanche, que ce soit Trump, Biden ou quiconque à l'avenir, euh, la sécurité financée des Européens par les USA, c'est terminé. Alors ça, il faut bien comprendre que les Américains ne paieront plus pour notre sécurité. Donc là, vraiment, il faut qu'on se bouge euh, les bras, les jambes et pas que, qu'on se mobilise parce qu'aujourd'hui, c'est à nous de nous prendre en main.
Et donc, il faut commencer tout de suite, parce que c'est là tout de suite que la Russie monte en puissance. Et nous, on passe trop de temps en querelle, en palabres, en conférences, où tout le monde se rencontre, on a bien parlé, on a bien mangé. Il y a des annonces qui sont faites, mais il ne se passe pas grand-chose, et on l'a bien vu. Toutes ces coalitions, la coalition pour envoyer des munitions à l'Ukraine, donc la coalition de l'artillerie, ensuite la coalition blindée, trouver des blindés pour les Ukrainiens. Ben, tout ça, ça n'a pas abouti. Finalement, on est arrivé à quoi? On est arrivé à aller acheter des obus à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à les produire ici. Ensuite, on a donc l'Europe, l'Union européenne qui débloque des fonds pour la production de munitions en Europe. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle débloque 500 millions d'euros, bon, ça fait rire. Sachant que la production d'un obus, c'est 3 4 000 euros minimum. Donc qu'est-ce qu'on va fabriquer avec 500 millions d'euros? Mais ok. Euh, Ensuite, quand il s'avère qu'il faut produire au niveau européen, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a des querelles d'industriels. On a les Allemands qui se fâchent avec les Polonais, ou plutôt les Polonais qui se fâchent avec les Allemands. Les Polonais sont pas contents parce qu'ils veulent pas que Rheinmetall ait le monopole de la fabrication. Les Français sont pas contents parce que l'industrie allemande arrive à faire plus vite et mieux. Et en gros, au lieu de fabriquer des capacités militaires, des moyens militaires, et effectivement essayer de monter en puissance, on se dispute pour savoir qui va devoir les fabriquer. Enfin, c'est ridicule. Il faut se dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de sortir, il faut sortir de la cour de récréation et devenir adulte et bien se rendre compte qu'on est réellement menacé par la Russie. Et donc, tout simplement mettre en commun nos capacités, au lieu de se battre pour savoir qui aura le premier et le dernier mot. C'est vraiment pas le moment. Donc, j'espère que des leçons seront tirées. Et je le dis clairement, l'Europe a besoin de défense antiaérienne, elle a besoin d'un dôme de fer, et pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, parce qu'en France, il y a une habitude, c'est d'avoir de gros et beaux projets. Donc c'est super d'avoir des projets à long terme, mais ce qui se passe, c'est que on vit là maintenant tout de suite, et les Russes ne vont pas attendre 30 ans avant de nous attaquer. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, on serait bien confronté à l'agression russe. Donc il faut y faire face tout de suite. Et le dôme de fer, c'est là maintenant qu'on en a besoin, donc il faut commencer à le bâtir. Si c'est des missiles Arrow qui sont disponibles, eh bien, ok, on prend les Arrow. Si ce qui est disponible, c'est les Patriotes et les Iris-T, ben, il faut les prendre. Maintenant, il faut bien comprendre qu'à l'avenir, on pourra mettre à jour ce dôme de fer. Alors, on prend ce qui est disponible maintenant, tout en travaillant à avoir nos propres capacités maintenant. Alors, au lieu de se vexer, de se fâcher, ce serait peut-être temps de se mettre au travail. Et c'est un peu le message que je veux faire passer ici en Europe, parce on passe trop de temps à discuter, à faire des conférences, à se battre entre industries, entre pays, entre intérêts, à se demander qui va gagner de l'argent et qui va en perdre, au lieu de se dire qu'on est tous dans le même bateau. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est tous menacés par la Russie. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ça nous concerne tous. Aujourd'hui, la France, elle repose des attaques russes depuis 3 ans. Des attaques russes cybernétiques, mais ce sont des attaques russes qui paralysent notre infrastructure. Aujourd'hui, la France, elle doit se demander euh, et se donner les moyens de se défendre en cas d'agression pendant les Jeux Olympiques, d'agression justement. Les cellules terroristes doivent se demander si les Russes ne n'organisent pas des cellules terroristes déjà en France, dont l'objectif sera de perturber les Jeux Olympiques, de faire des attentats aux Jeux Olympiques. Donc ça déjà, la France se trouve en état peut-on dire, de guerre hybride menée par la Russie. Donc, les moyens de défense, c'est ça tout de suite qu'il faut les mettre en place. Il faut bien se rendre compte que la vie calme, c'est terminé. Aujourd'hui, on arrive dans une période d'avant-guerre et la confrontation avec la Russie paraît inévitable. Donc, effectivement, on a une grosse enveloppe de soutien à l'Ukraine. Ça nous permet de gagner du temps. 1 an, peut-être 2. Mais ce temps, il faut le mettre à profit, puisque les 2 ans passés, on n'a rien fait du tout. On s'est réjoui de se dire, OK, l'OTAN, super, on a réactivé l'OTAN, on est génial, on arrive à bosser ensemble, on fait des choses, mais c'est tout. Et finalement, on n'a rien fait. Donc là, il est vraiment temps de se mettre au travail et de s'activer. Parce que nous, du temps, on n'en a pas. Les Ukrainiens en ont encore moins. Donc là, il est vraiment temps de prendre des risques, de s'engager réellement. Pour l'Ukraine, il faut changer de stratégie. Et pour l'Europe, il faut appliquer une stratégie qui nous permette de mettre en commun des moyens qu'on a, parce qu'on a des moyens, et surtout d'être efficace. Et au lieu de palabrer, de discuter, de converser et de conférencer, eh bien, se mettre au travail et produire. Produire, 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 encore une fois produire, parce que rien ne sera de trop.
Il faut bien comprendre que rien ne sera de trop. Donc, il n'est pas question de savoir qui va toucher le jackpot, qui va gagner et qui va y perdre. Mais ce qui est question, c'est de pouvoir se défendre efficacement et sauver des vies. Parce qu'on parle de ça. On parle de sauver des vies. Donc aujourd'hui, il est bien temps de grandir un peu en Europe, de comprendre que la sécurité européenne, c'est plus du ressort américain. Les Américains ne paieront plus, ce sera à nous de payer. Et il faut s'organiser et se donner les moyens d'être en sécurité. Voilà ce qu'on pouvait en dire à ce moment. Pour ceux qui estiment que ce film a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Ainsi que ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous inscrire, vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de vous. Je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai reçus et vous invite à continuer à commenter. Vous pouvez également me contacter directement sur les réseaux sociaux. Euh, pour ces médias qui voudraient un commentaire concernant la Pologne, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, la Russie, vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux ou par mon adresse email qui est disponible sur Internet. N'hésitez pas à le faire, je suis disponible pour tous les médias. Hum, Dans un avenir proche, je ferai d'autres films en langue française, en langue polonaise, des films concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe, dans le monde. Pour l'heure, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à tous mes films. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très très bientôt.